Bonjour, vous écoutez Demain, le podcast de Lyon Positif. Parce que demain s'invente aujourd'hui en faisant autrement qu'hier, Frédéric Duval part avec notre invité aux sources de l'engagement et de l'inspiration. Laurent, Frédéric. voilà. Ça a commencé, donc il paraît. Merci beaucoup d'être là. Je suis heureux de t'accueillir. Laurent Arnaud, tu es le fondateur, le créateur d'un truc qui s'appelle Je ne suis pas un CV. Ouais. Alors c'est vrai qu'on ne se connaissait pas spécialement. On avait un ami commun, on a pris un café et j'ai trouvé que ce que tu faisais était assez génial. Et je me suis dit que typiquement, tu étais l'invité parfait pour le podcast demain, parce que demain, l'idée, c'est d'inventer le monde de demain en faisant différemment d'hier. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu fais avec Je ne suis pas un CV ? Un petit peu forcément, puisque le CV c'est ce qui permet aux gens de se présenter depuis la nuit des temps quand on cherche un job et nous notre volonté c'est justement de dépasser ça et de faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de ce bout de papier qui les présente souvent dans le passé pour se présenter mais qu'on les présente différemment. On va raconter un peu ton parcours, ton histoire, puis on va parler du marché de l'emploi, du monde du travail, parce que tu en es un observateur avisé. Alors peut-être pour commencer, si on était sous la forme de boutade, est-ce que je pourrais dire comme un certain Emmanuel Macron qu'en fait aujourd'hui il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot ? Pas toujours, parce que déjà il faut avoir des entreprises ou des employeurs en face de cette rue et c'est pas toujours le cas. La distance et la mobilité c'est aujourd'hui un des principaux freins à l'accès à l'emploi et puis les aspirations des gens ne sont pas forcément liées aux possibilités que sont capables de leur offrir les entreprises. Donc ce n'est pas toujours le moyen le plus facile aujourd'hui de trouver un job. Et même si le marché est très orienté candidat, quand même si... Oui, ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, le monde du travail, il a changé par rapport à ma génération. On est d'une génération un peu différente et peut-être un peu la tienne. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est plus du côté du candidat que de l'employeur. L'expression est très bonne, cette expression de rapport de force. Moi aussi, je viens d'une génération où clairement on n'était pas en rapport de force et les entreprises le savaient et nous le faisaient sentir. On profitait un peu. Exactement. Elles avaient le choix et elles imposaient les règles, le standard et on devait se plier à ça. Et aujourd'hui, ce rapport de force a un peu bougé. Les entreprises ont parfois des difficultés à recruter, les candidats ont parfois plein d'opportunités aussi et le choix et je trouve que c'est assez sain parce que ça permet de rééquilibrer un peu ce rapport de force et de faire en sorte qu'on se parle si ce n'est d'égal à égal mais au moins qu'on laisse peut-être même un peu plus de chance aux gens pour exister, se présenter. Pour revenir sur cette formule, parce que moi elle m'avait un peu choqué là, il suffit de traverser la rue, il y avait quand même une vision assez condescendante ou peut-être un peu même dépassée du monde du travail, parce qu'on parle souvent de plein emploi. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui on est arrivé presque au plein emploi ? Où ça sous-entendait qu'en fait il suffit de le vouloir, mais c'est pas toujours le cas pour trouver un boulot. En France, on est en plein emploi quand on a 8% de taux de chômage et potentiellement 4 ou 5 millions de personnes sur le carreau, ce qui est quand même très particulier quand on l'entend et ça laisse penser que ces 4 ou 5 millions de personnes ils sont capables de rien, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc non, on n'est clairement pas en plein emploi. Et il y a des gens qui, pour plein de raisons, sont un peu éloignés de l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs millions de personnes qui sont tout à fait capables de faire plein de choses intéressantes et qui ne s'en voient pas proposer l'opportunité. Et puis on est dans un contexte économique où vraisemblablement, ça ne va pas s'améliorer dans les semaines et les mois qui arrivent. C'est vrai, tu es un peu inquiète quand tu regardes toi qui observe de manière attentive à la fois les demandes, les offres, etc. Tu as l'impression que depuis quelques années, ça s'est un peu restreint. Comment ça évolue ce marché de l'emploi pour toi ? Le marché était extrêmement positif en 2023, par exemple, très orienté candidat. Donc les entreprises galéraient beaucoup. Il y avait beaucoup de besoins de recrutement. Après Covid, il y a eu une explosion de l'activité et du coup beaucoup de demandes. Et il est très largement en freinage depuis le début de l'année 2024. Les budgets sont resserrés, les besoins de recrutement sont beaucoup moins importants. Le taux de chômage remonte, donc on est en train de freiner. J'espère que ça ne sera pas très durable, mais je suis résolument positif parce que démographiquement, on est dans une courbe qui est nécessairement positive pour les demandeurs d'emploi. Il y a... plus jeunes du coup. Puisqu'il va y avoir des gens qui vont partir à la retraite. Il y a 1 million de personnes qui vont partir à la retraite d'ici 2030, ça fait 1 million de travailleurs en moins. Et du coup, forcément, ça va laisser des opportunités pour les autres. Donc on est dans un marché qui va continuer à être positif d'ici 2030 pour les candidats. Alors on va parler de tout ça un peu en détail, de ce que tu proposes pour les entreprises, pour les candidats et tout. Puis on va aussi essayer de redécouvrir dans ton parcours comment on en arrive là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, pourquoi tout d'un coup, tu as été amené à réfléchir à cette question de l'emploi. C'était pas forcément ton aspiration au départ. Toi, quand tu étais... Alors, tu es lyonnais, hein, tu as fait des études classiques, etc. Mais c'était quoi ton envie, ton objectif de départ quand tu sortais de tes études, toi ? C'est quoi ton rêve de premier emploi ?
Moi, j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai fait du sport, du basket pendant une quinzaine d'années. J'ai eu mes premières expériences professionnelles en stage dans l'environnement du sport. J'ai travaillé sur la Coupe du Monde 98. J'étais bénévole sur la Coupe du Monde 98 et c'était une super expérience. Et du coup, j'ai eu envie de travailler dans ce monde-là, qui est un monde qui est en pleine évolution. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément un truc très... C'était des grosses assos, au mieux, ou des toutes petites entreprises, pas forcément reconnues comme entreprises, pas très structurées. Du coup, c'est un milieu qui s'est beaucoup transformé, qui est devenu aussi un levier de business important. Le sport est aujourd'hui un levier de business important. Et du coup, j'ai eu envie de travailler là-dedans parce que mon rêve, c'était d'être sportif, mais comme j'ai vite compris que j'en avais absolument pas les moyens... Dans le basket, tu jouais à quel poste? Parce que tu n'es pas petit, mais enfin, tu n'es pas non plus non, immense. Hein. Je jouais meneur. Un meneur, voilà. Exactement. C'est parfait. Ça. Exactement. Alors, tu as une histoire particulière avec Lyon, d'abord parce que tu es lyonnais, et puis parce que tu as aussi travaillé pendant près de 15 ans à l'OL, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé, et puis ce que représente pour toi l'OL? Je suis arrivé à l'OL en 2005, j'avais fait des stages à la Coupe du Monde 98 au Girondins de Bordeaux, et à l'OL déjà, j'avais commencé ma vie professionnelle à Nancy, je travaillais sur un événement à Nancy, et je suis revenu frapper à la porte de l'OL en leur proposant de créer une fondation. C'est moi qui suis allé voir l'OL, et Jean-Michel Aulas, je lui ai dit, vous avez transformé l'entreprise, enfin le monde du sport dans un format d'entreprise, et vous êtes un précurseur là-dessus. Les clubs anglais sont très innovants sur la partie sociétale, et j'aimerais que vous soyez le premier club à créer une fondation. Il faut se remettre dans le contexte. L'OL, en termes de résultats sportifs, à l'époque, c'était le PSG. C'est ça, on oublie, mais c'était le club qui dominait, la très grande équipe. Dans les années 2000. Et tu y allais comme ça au culot, tu connaissais pas plus que ça? Je l'avais croisé pendant mon stage, je lui ai écrit une lettre, et quelques semaines après, j'ai eu un coup de fil de son assistante, Pascal Félix, qui m'a dit qu'il allait me recevoir, et quelques mois après, ça a pris un petit peu de temps parce qu'il n'avait pas que ça non plus à faire, et il m'a ouvert la porte de son bureau. Il m'a dit, j'ai eu votre lettre, ça m'a intéressé, partagez-moi votre projet. Puis on a parlé une demi-heure, et il m'a dit, moi ça me va, vous voulez travailler à l'intérieur de l'entreprise ou en consultant? Je lui ai dit, plutôt à l'intérieur. Il m'a dit, c'est d'accord pour moi. Et c'est parti comme ça. Ça devait être assez impressionnant d'ailleurs, parce que c'est toujours un personnage impressionnant quand même. Est-ce que ça fait partie des grandes rencontres qui ont un peu... Oui, forcément. Forcément, c'est quelqu'un qui était très médiatique déjà, donc forcément impressionnant de ce point de vue-là, très charismatique aussi. Oui, c'est quelqu'un qui assez accessible quand même dans le quotidien. Moi, j'ai toujours une relation très simple avec lui et très humaine. Ce qui n'était pas forcément le cas de tous les gens qui collaboraient avec lui, mais je l'avais vu faire des choses assez incroyables d'un point de vue humain. Je l'avais vu dans les hôpitaux, je l'avais vu dans différentes assos, dans des écoles, etc. Et je savais que c'était une fibre qui l'animait. Et comme souvent les patrons lyonnais, en fait, ils font, mais ils font cacher. Il y avait un peu cette culture de l'entrepreneuriat lyonnais. On n'en parle pas. Exactement. Le business, c'est le business. Et puis les engagements privés, c'est des engagements privés. Et je savais qu'il avait cette fibre. Et du coup, cette histoire lui a parlé. Et puis il a tout de suite perçu la plus-value pour les joueurs aussi, qui sont quand même des jeunes gamins de 18 à 30 ans qui sont un peu déconnectés du monde. Qui ont arrêté souvent un peu les études, qui viennent parfois d'endroits moins favorisés que d'autres, et qu'il faut un peu aider, encadrer, structurer. Et puis à l'OL, ils ont des salaires qui sont un peu hors normes aussi, donc ça les coupe aussi un petit peu du monde. Et les confronter au monde réel, les amener dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des lieux un peu différents, dans des quartiers aussi, ça contribue à les maintenir connectés au monde réel. Et ça, c'était une vraie plus-value. Et puis dans ce club, il y a des gens qui portaient ça vraiment. Bernard Lacombe, qui a toujours été parrain de différentes associations, Dr Clown notamment, Rémi Garde, Bruno Genesio. Tous les coachs ont largement soutenu cette démarche-là parce qu'ils y voyaient que du positif, et puis ça leur parlait en termes de valeur. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, c'était super. Alors c'était quoi l'idée de la fondation? C'est parce qu'aujourd'hui on voit combien le sport, tu le disais, c'est à la fois un levier de business, mais c'est aussi un levier d'émancipation, de joie, de fraternité. D'ailleurs, je suppose que tu as regardé les Jeux Olympiques avec plutôt un grand intérêt. Tout le monde était un peu ronchon, mais ça, c'était super en vrai. C'est génial. C'était une parenthèse incroyable de 15 jours. Et effectivement, ça fait des années, et sur les 6 derniers mois, on n'en a parlé qu'en termes négatifs, en termes de
sécurité, de cette cérémonie sécurité d'ouverture qui allait mal se passer, que ça allait être l'enfer pour les Parisiens, l'enfer pour les commerçants, etc. Et puis pendant 15 jours, ça a été une espèce de carte postale de la ville de Paris, géniale, très bien organisée, les gens heureux. Et puis ça fait partie des événements qui réunissent à peu près tout le monde français et tous les acteurs de la vie française, du chef d'entreprise oui, ça mélange tout le monde et c'est un peu une tarte à la crème. D'ailleurs, tu le dis toi-même, mais c'est vrai qu'on dit le sport, ça rassemble, mais c'est toujours vrai. C'est une vraie tarte à la crème, mais c'est une tarte à la crème qui est réelle. Le sport, ça rassemble, mais le sport, ça rassemble effectivement. Et ça a cette capacité à fédérer et à faire dialoguer des gens qui n'auraient jamais dialogué ensemble. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques et puis les Jeux Paralympiques qui vont s'ouvrir prochainement vont certainement, j'espère, se prolonger. En tout cas, quand on parle d'inclusion, c'est important. Alors, dans cette fondation, c'était quoi l'idée ? C'était d'ancrer de plus en plus la vie du club dans son territoire. C'était d'avoir des actions un peu sociétales. C'était quoi les grandes idées de cette fondation ? Il y avait vraiment cette dimension territoriale très importante. Un club de foot, même pour les gens qui n'aiment pas le foot, un club de foot, c'est pas complètement rien dans une ville. Ça reste une espèce de vecteur d'image qui est extrêmement importante et du coup qui est très, très ancré sur son territoire parce que c'est aussi un lieu de réunion, un club de foot. L'OL, c'est aujourd'hui peut-être le principal réseau d'économique non formalisé. Il y a le MEDEF, la CCI, etc. Mais dans les réseaux non formalisés, l'OL, c'est le principal réseau d'entreprises à Lyon. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que ce réseau-là et ce club, ce collectif se mobilise pour des choses un peu positives. Et on a la chance à Lyon d'avoir des acteurs qui sont super référents, super créatifs, super engagés. On a d'emblée travaillé avec un acteur comme Sport dans la ville. Alors j'allais dire, la deuxième personne ou peut-être la deuxième rencontre un peu qui peut-être change ta vie et d'ailleurs t'amène doucement vers là où tu es aujourd'hui, c'est la rencontre avec Sport dans la ville. Ouais. Parle-nous un peu de ce personnage aussi que les Lyonnais connaissent peut-être pas tant que ça finalement. On connaît l'association, mais pas forcément Philippe. Au départ, il est bénévole, investi dans l'association Faites le mur de Yannick Noah. Et puis, il se dit qu'il y a peut-être des choses un peu différentes à faire. Il veut travailler sur ce sujet de l'insertion sociale et professionnelle par le sport, notamment dans les quartiers, et spécialement dans les quartiers. Donc, son cœur d'action, c'est de travailler dans les quartiers défavorisés pour les jeunes. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par sa capacité à innover et à développer continuellement son projet associatif. Parce que l'insertion par le sport, c'est aussi une vraie tarte à la crème. Souvent, on se contente de mettre un ballon dans un quartier. On considère qu'en mettant un ballon dans un quartier, on va résoudre plein de problèmes. Et lui, il l'a fait. Et il a monté la plus belle asso d'insertion par le sport qui existe aujourd'hui en France. Il accompagne 20 000 gamins. Et c'est une superbe aventure entrepreneuriale. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui... quand on le regarde, même physiquement, il n'y a rien qui le prédestine à travailler pour les quartiers. C'est un jeune Parisien de Versailles avec une chemise à carreaux et une raie sur le côté. Et un pull sur les épaules, non ? Et un pull sur les épaules, qui a monté la plus belle asso pour les jeunes des quartiers. Et je dis ça avec malice, mais il le dit lui-même. Et je trouve ça très bien que ces sujets-là, ces sujets d'insertion sociale et professionnelle, ne soient pas réservés aux gens qui vivent dans les quartiers. C'est aussi un facteur de cloisonnement. Et notre sujet, c'est d'ouvrir et de décloisonner et de faire en sorte que des gens comme nous s'approprient ces sujets-là, ça me semble être positif. Et c'est là du coup que les deux, je vais dire, trajectoires, c'est que tu es à l'OL, tu croises Sport dans la ville, et à un moment, c'est l'insertion qui prend le pas sur le sport quelque part, ou comment est-ce que tu avances vers cette nécessité? Il y a quand même un élément déclenchant, c'est le stade. Le déménagement de l'Olympique Lyonnais de Gerland à Dessines, au Groupama Stadium. Parce que ça change radicalement le projet de l'entreprise. À Gerland, tu loues un stade une fois tous les 10-15 jours et on était une petite entreprise qui louait un stade et à Dessines, au Parc OL, tu gères 40 hectares et du coup, tu viens t'implanter dans un territoire qui est Dessines, qui est un territoire particulier, qui n'est pas du tout le même que Gerland. Qui a ses particularités aussi. Et moi, mon sujet, c'était de maître chez toi aussi, parce que tu as un lieu à faire vivre, à animer. Et puis un stade, t'en crées pas un tous les 3 jours dans une ville. Surtout un gros stade comme ça. Un gros stade comme ça. Et puis c'est un vrai projet d'aménagement du territoire qui va forcément impacter le quotidien des gens. Et ce projet a été vécu au départ négativement, comme tout
projets d'implantation parce que c'est vécu comme des nuisances potentielles, des gens qui viennent se garer au pied de chez soi, des bouchons, des embouteillages, de la nuisance, etc. Des jeunes. Et au final, ça a été un super projet pour l'Est lyonnais, Dessines, les villes avoisinantes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui penserait ne pas avoir ce stade-là ici. Quoi. Non, puis c'est là où grandissait la ville naturellement, c'est là où il fallait l'implanter. Et du coup, moi, mon sujet, c'était de dire, il faut que les gens qui vivent à Dessines, qui vivent à côté de Dessines, puissent vivre ce projet en y voyant une utilité pour eux-mêmes. Que chaque jour, ils puissent aller sur ce lieu-là, indépendamment des matchs de foot qui s'y déroulent. Un morceau de la ville. Exactement. Et qu'en venant sur ce lieu-là, on puisse leur proposer des choses qui peuvent être utiles. Et du coup, on a travaillé sur le sujet de l'emploi immédiatement parce que l'Est lyonnais, c'était à l'époque une zone qui était moins favorisée que les autres en matière d'accès à l'emploi. Et du coup, on s'est dit, nous, ce qu'on a de différent à offrir, c'est qu'on a un gros réseau d'entreprises. Donc, plutôt que d'accompagner des gens vers l'entreprise, on va accompagner des entreprises vers les gens. Et on va créer un lieu événementiel. On va réunir des entreprises qui ont des problématiques de recrutement et on va leur présenter des gens. Et on a fait ça tous les 10-15 jours avec des acteurs comme Sport dans la ville et d'autres. France Travail aujourd'hui, Pôle emploi à l'époque, qui était aussi le partenaire privilégié de cette démarche-là. C'était assez nouveau d'ailleurs de le faire dans ce sens-là. Ouais. Oui, c'était assez nouveau de le faire dans ce sens-là, de le faire dans un stade de foot. Et on voulait quand même innover, et c'était bien. C'était un bon point de départ pour innover, le faire dans un stade de foot, mais ce n'était pas un point d'arrivée. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on bouscule un peu les codes, et c'est là où est né le projet Je ne suis pas un CV, parce que bousculer les codes, c'est changer le format de présentation des candidats. Oui, parce que tu avais des personnes comme En fait, le CV, c'est quelque chose d'assez réducteur, d'assez cloisonnant, d'assez passéiste, et qui correspondait peut-être pas à la réalité de ce que les jeunes, parce que c'était beaucoup de jeunes, savaient faire ou voulaient faire en vrai. Ouais, c'est des jeunes et vraiment des actifs, des gens de tout âge qui peuvent être concernés par ça. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai fait ça, on organisait des job dating essentiellement, tous les 10-15 jours, c'est que j'ai jamais organisé un job dating sans avoir un recruteur qui me dise « Tiens, c'est marrant, si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains, jamais je l'aurais rencontré. » Et systématiquement, les recruteurs me disaient ça. Et systématiquement, ils me disaient aussi qu'ils avaient du mal à recruter. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas dans les capacités des gens. Ouais. Le problème, il est dans la rencontre et dans l'impossibilité de se rencontrer. Et ce format qui est extrêmement réducteur, en fait, c'est un empêcheur. C'est un empêcheur de rencontre, alors que le principe même du recrutement, c'est de créer les conditions de la rencontre et de voir ce qu'on est capable de faire ou non ensemble. Mais si on se rencontre pas, on sera incapable de le décider. Donc le travail, il est sur quoi ? Il porte sur quoi ? Sur les compétences, sur les exactement. Envies, sur les... Exactement. Comment est-ce qu'on définit en une phrase, s'il n'y a plus de CV, on se base sur quoi du coup ? En une phrase, c'est passer d'une approche par référence, qui est celle du CV, à une approche par compétence. L'approche par référence, quand on regarde un CV, déjà il faut savoir qu'un CV, il est regardé 20 secondes maximum par un recruteur potentiel. Qui cherche en fait 2-3 trucs qu'il a envie de voir. Donc il survole. C'est une lecture en F, on va regarder le nom, prénom, l'âge, la photo et les titres des métiers pour lesquels que la personne a fait. Et du coup, c'est forcément enfermant parce que ça restreint le potentiel des gens uniquement à leurs expériences passées. Et quand un recruteur fait sa première sélection, il va cibler des gens qui ont déjà une expérience dans le job pour lequel il recrute. Ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas cette expérience dans le job pour lequel il recrute, généralement, ils passent à l'as. Et dans un moment où aujourd'hui, les gens ont envie de faire des choses extrêmement différentes dans le futur de celles qu'ils ont fait dans le passé, leur CV, c'est certainement... C'est un peu comme si tu enfermais les gens toujours dans la même chose. Ouais. Nos parents, en tout cas les miens, avaient peut-être 2 vies professionnelles et 2 expériences dans leur vie. Nous, on est d'une génération, on en aura entre 2 et 5 potentiellement, et les nouvelles générations en auront entre 10 et 15. Donc le lot commun, la trajectoire professionnelle classique, c'est de changer. C'est de faire des choses différentes, et ça c'est très souhaitable. Parce qu'on n'a plus envie de faire 40 ans dans le même métier. On n'y trouve plus beaucoup d'intérêt pour soi-même, on n'apprend plus grand-chose, on s'y emmerde un peu. Donc on a envie aujourd'hui de faire des choses différentes. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens d'explorer cette envie-là et cette ambition-là. Il y avait déjà eu des... Je pense au CV, toi tu es carrément en train de t'en passer, tu vas nous parler un peu de ce que sont les compétences, mais il y avait déjà eu des choses, je me souviens, notamment parce que tu parlais dans les quartiers, sur le travail, par exemple du CV anonyme pour éviter la stigmatisation, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'était déjà comme des premières étapes, c'était des bonnes choses ? Parce que pareil, si tu viens de quelque part avec tel nom et tel machin, c'est quand même plus compliqué, quoi. En fait, il y a 2 biais dans le CV. Il y a les biais, il y a l'identité, nom, prénom, âge, photo, qui sont des vecteurs de discrimination, et le CV anonyme vient lutter contre ces biais-là.
Et puis, il y a un autre biais qui est plus sournois, qui est les biais liés à la durée, la nature, la chronologie des expériences, qui sont enfermantes. Et l'inconvénient majeur du CV anonyme, c'est qu'il était efficace pour lutter contre les discriminations, mais pas pour décloisonner l'accès à l'emploi, parce qu'il continuait à enfermer les gens dans leurs expériences passées. Donc, il y avait des choses très positives, parce que la discrimination, ça existe. Aujourd'hui, quand on a un nom d'origine maghrébine, on a 40% de moins de chances d'accéder à des offres d'emploi. Ça, c'est une réalité qui est documentée. Donc, c'est important d'agir là-dessus. Et nous, c'est pour ça qu'on présente les candidats par le biais d'un profil de compétences anonyme. Mais l'idée, c'est de faire valoir leurs compétences plutôt que leurs références, parce que sinon, c'est trop enfermant et ça ne permet pas aux gens de faire des choses différentes dans le futur de celles qu'ils ont fait dans le passé. Alors, ça a l'air tout simple de parler de compétences, mais en vrai, c'est compliqué, parce qu'on est toujours dans cette rencontre, cette histoire. Mais avant de te lancer dans ça, tu as passé un temps de dingue à observer le marché, à essayer de définir, parce que si on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Qu'est-ce qu'il y a comme compétences ? Quelles sont celles qui sont communes entre tel et tel métier ? Comment on fait pour essayer de faire quelque chose d'opérant et de techniquement solide, quoi ? C'est le problème majeur de la compétence, c'est que c'est une convention et chacun met ses propres termes et ses propres représentations derrière. Quand Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, référence toutes les données compétences utilisées par les entreprises, les candidats, les acteurs, quels qu'ils soient. Il y a 25 000 compétences qui sont décrites. Et quand on parle de 25 000 compétences, on ne parle plus de rien, on parle de tâches, de micro-tâches, de choses qui sont anodines. Et du coup, nous, notre enjeu, c'est de dire... très rapidement, on a considéré qu'en France, on n'était pas des anglo-saxons et qu'on ne pouvait pas faire barman un jour et puis travailler à la City le lendemain et changer complètement d'environnement professionnel. C'est un marché qui est extrêmement figé, on attache beaucoup plus d'importance au niveau d'études, à l'école qu'on a fait, aux premières expériences. Et du coup, l'idée, c'était de voir ce qui avait de commun et de différent dans toutes les expériences pour créer une approche de compétences transversales. Donc, pour ça, on allait voir des gens bosser avec nos yeux, des papiers, des crayons. On a vu peut-être plus de 500 personnes qu'on allait observer sur une demi-journée, une journée de travail. On notait tout ce qu'ils faisaient. Puis en notant tout ce qu'ils faisaient, du coup, on a structuré cette approche par compétences dans une volonté de simplification et surtout de créer des ponts et des passerelles. Et de se dire, quand je suis opérateur de production dans une usine, je fais des choses qui me permettront peut-être demain d'être boulanger dans une structure différente. Donc l'idée, c'était de voir ce qu'il y avait de commun et ce que les gens faisaient réellement pour pouvoir justement transférer ces compétences. Ça n'a pas été simple, je suppose. Non. Comme tu as mis un certain temps, et avant de te lancer dans cette... Je vais reposer ma question différemment. Comment est-ce que tu as été reçu quand tu es avec cette idée en disant, bon voilà, maintenant je vais bien observer, je connais un peu le monde du travail, j'ai défini des compétences. Les gars, je vais vous proposer de faire totalement différent d'avant. On a dû te prendre un peu pour un... Oui. pour un martien, là. Ouais. Oui et non. L'extrême majorité, oui. Notamment parce que, je ne devrais pas le dire, mais le milieu RH est un milieu extrêmement conventionnel. Oui, ça les oblige à tout repenser, en fait. Oui. Et qui n'aime pas beaucoup déroger de ces conventions. Et en même temps, on commençait à avoir des entreprises qui avaient des grandes difficultés. Moi, je suis convaincu que dans un marché de l'emploi qui était très favorable aux entreprises, on n'aurait jamais pu avancer et concrétiser ce projet « Je ne suis pas un CV ». On a pu le faire parce que les entreprises étaient contraintes, parce qu'elles ne trouvaient pas des gens à recruter. Et du coup, face à cette contrainte qui était indépassable, elles ont dû s'ouvrir à des modalités, à des techniques, à des innovations différentes. C'est un peu désolant, mais en même temps c'est bien. C'est parce qu'ils étaient un peu contraints, obligés, que tout d'un coup ils se sont dit, bon, il faut quand même qu'on essaye autre chose. Il y a forcément des convaincus, mais faut se dire les choses réellement. Il y a 2% de convaincus et 98% de personnes qui douteront un peu. Qui suivront ces 2% de convaincus et qui se mettront dans le sillon. Donc l'idée, c'était d'identifier les 2% qui avaient envie de le faire parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Ça correspondait à leurs valeurs, leurs convictions et leurs croyances. Et on en a trouvé, et notamment dans les grandes boîtes. Et par la suite, forcément, la tension en matière de recrutement nous a beaucoup aidés parce que les entreprises étaient obligées d'innover. Puis il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidés aussi, c'est que cette interpellation, au départ, on avait un autre nom qui s'appelait Ergo, que personne n'arrivait à prononcer ni comprendre. C'était un beau nom, du coup, pour ces deux raisons. Mais souvent, c'est un nom pour se faire plaisir, pas forcément pour être efficace. Exactement. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on change de nom parce que c'était pas ce qui nous représentait le mieux. Et on a trouvé ce « Je ne suis pas un CV » qui est une interpellation. Et ma conviction, c'était de dire, si on secoue pas un peu les entreprises, si on les amène pas à bouger,
elles ne le feront pas naturellement. Donc, il faut les interpeller et il faut que les gens les interpellent pour changer leur regard sur leur potentiel. D'un cri du cœur, en fait. Qu'est-ce qui a trouvé l'idée? D'ailleurs, c'est venu comment C'est pas nous. Non, et comme toutes les bonnes idées, c'est plus difficile de les trouver quand on est dedans qu'à l'extérieur. Et en fait, moi, t'as été aidé un peu, accompagné avec pour François réfléchir. Perrin, avec qui j'avais travaillé, qui est une agence de com et qui l'a trouvé en 24 heures. Ouais. Avec le regard un peu extérieur, il m'a dit, comme une évidence, parce que d'ailleurs, une fois que tu le sais, tu dis, bah oui, c'est exactement ça. Et puis il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé, tu peux venir me voir. Et il avait affiché dans son bureau des visages avec ce qu'on a vu beaucoup là sur les qui barraient leur visage avec écrit, je ne suis pas un CV. Il m'a dit, bah, ton truc c'est ça. Et effectivement, mon truc c'était ça. Et du coup, on a lancé Je ne suis pas un CV en publiant une tribune qui a été co-signée par 69 acteurs du monde associatif, sportif, culturel, économique lyonnais. Et les gens, en publiant et en signant cette tribune, l'ont publiée sur leurs réseaux sociaux. Parce qu'on l'a vu partout. Je ne suis pas un CV. Et tous les gens qui l'ont posté se sont trouvés étonnés de l'audience et des réactions sur ces posts qui ont généré énormément d'adhésion parce que on en parlait avant l'émission, on a tous les deux été en recherche d'emploi et quand on est en recherche d'emploi, il n'y a rien de plus déconsidérant. C'est difficile d'expliquer ou tu n'as pas envie ou c'est trop long. Enfin, bon. Ouais, et puis tu as l'impression surtout d'être capable de rien. En tout cas, c'est d'ailleurs souvent là. Toi, tu n'as pas l'impression. Les autres l'ont. Mais c'est la première chose qu'on te pose quand tu vas dîner quelque part. Et toi, tu fais quoi? Je suis au chômage. Voilà. Du coup, fin de la conversation. Généralement, ça glace un peu. Exactement. Et du coup, dans cette période qui est quand même une période de dévalorisation permanente, de cette interpellation, je ne suis pas un CV et je ne suis pas simplement... je suis plein d'autres choses que ça. Quoi. Exactement. C'était vraiment cette volonté et ça générait beaucoup de... Donc ça, c'est parti très fort. L'idée a l'air assez géniale et en même temps tellement simple que, comme souvent, voilà. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est-à-dire... Comment tu avances? À quoi tu te heurtes quand même? Parce que toutes les bonnes idées, effectivement, à un moment, elles se heurtent aussi à ce qu'on disait, peut-être des difficultés, des questionnements, des réflexions. Nous, la principale résistance, c'est dans l'esprit des recruteurs, mais encore plus dans l'esprit des managers. Les recruteurs, les RH, ils sont formés à la diversité, à l'égalité des chances. Quelque part, s'ils ont été RH, c'est aussi pour défendre ces valeurs-là dans l'entreprise. Donc c'est leur mindset. Ils ne feraient pas RH s'ils ne croyaient pas en ça. Et puis, mais par contre, c'est les managers qui recrutent. C'est eux présentent des candidats, puis la décision, elle est chez le manager. Et la principale difficulté, souvent, c'est chez le manager, quand on leur présente des candidats, ils ont l'impression qu'ils font un recrutement low cost avec nous. C'est-à-dire qu'on leur présente des candidats qui sont moins qualifiés, qui sont moins que les autres. Qui n'ont pas toutes les références, qui n'ont pas tout. Comme si tu cachais quelque chose, en fait. Exactement. Et c'est la principale résistance qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une entreprise qui m'a dit il y a 2 mois, oui, mais vous, vos candidats, avec vos candidats, il faut faire plus d'efforts qu'avec les autres. Et je leur ai dit, mais nos candidats, ceux qu'on met sous cloche, ceux qu'on fait pousser dans nos entrepôts. Ceux qu'on élève discrètement dans les... Et en fait, nos candidats, c'est les gens. Et du coup, il y a encore cette impression-là, c'est de se dire, finalement, si je vais chercher quelqu'un qui n'a pas forcément le profil type, je m'expose à des risques et peut-être qu'il ne va pas avoir toutes les compétences, que peut-être que je vais devoir plus le former, plus prendre de temps, etc. Et ça, c'est la principale résistance. Alors, il y a des freins, il y a des résistances, mais il y a aussi des super réussites et des belles histoires. Ouais. Est-ce que tu penses à une histoire en particulier, justement, d'une rencontre qui s'est faite assez improbable et qui raconte et illustre bien ce que ça peut permettre? J'en ai une que j'aime bien, qui est une personne qui a été recrutée par April il y a quelques mois maintenant, peut-être même un peu plus, qui s'appelle Grégory, qui est un ancien coiffeur. Et en fait, coiffeur, c'est un métier qui est très dur. On est en permanence debout, on est confronté à des produits qui sont pas forcément très, très sains, et du coup on a rapidement des crispations dans les doigts, dans les épaules, etc. Après 40 ans, généralement ça devient un peu compliqué, et lui il l'avait fait pendant une 20aine d'années. Comme il sentait que ça allait être un peu compliqué physiquement, il a formé après les coiffeurs de son entreprise, et puis il a décidé de changer d'environnement. Il a commencé à envoyer des CV à droite à gauche, et quand on est coiffeur, on se reconnaît que la possibilité d'être coiffeur. Donc toutes les offres d'emploi auxquelles il répondait, il n'avait absolument aucune réponse. Et on l'a présenté à April, qui cherchait des profils dans la relation client, des conseillers de relation clientèle. Et la personne du recrutement d'April nous a dit
effectivement, j'aurais jamais ciblé cette personne-là, regarde son CV, et en fait, elle l'a rencontré, et quand on y réfléchit 2 secondes, et pas plus de 2 secondes, ça paraît être une évidence. Le client, c'est une évidence pour le coiffeur. Exactement. La maîtrise de la relation client quand on est coiffeur, et l'appréhension de cette particularité qu'est la relation client, il l'avait vécu au quotidien, et c'était très facile pour lui de le faire derrière un ordinateur avec un casque sur les oreilles, et de pouvoir répondre aux attentes des personnes, parce qu'il savait très bien justement les écouter, les entendre et analyser leurs besoins. Donc c'est une super histoire. Parce qu'ils étaient prêts aussi à les accueillir. Après, c'est aussi une entreprise lyonnaise assez engagée, ouverte, très moderne, engagée. Et quand ça fonctionne, après, c'est génial parce que c'est un boulevard. Une fois qu'on a des réussites comme ça, ça veut dire qu'on a un boulevard et qu'on peut à peu près tout tenter et tout réussir en matière de recrutement, parce que les managers ont un prisme de confiance et de se dire, oui, ils ont vraiment capté ce qu'on recherche. Et effectivement, on a peut-être un peu des ornières quand on agit par nous-mêmes, et du coup, avec Je ne suis pas un CV, on est capable de s'ouvrir les gens. Alors cette proposition que tu fais par les compétences, est-ce que ça marche de ton expérience davantage, c'est-à-dire pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience ou un peu plus âgées, ou au contraire pour les jeunes, parce qu'on parle beaucoup aussi de la relation aujourd'hui des jeunes au travail, de la quête de sens, de tout ça. Est-ce que tu crois un peu à tous ces trucs, que toi qui en vois beaucoup, est-ce que tu as l'impression que les jeunes ils sont différents de ce qu'on était? Est-ce que c'est un problème d'époque, de génération? Comment tu vois ça, toi? Moi, je suis convaincu que c'est un sujet d'époque et pas du tout de génération. Il y a beaucoup de bullshit en RH, et il y a une espèce de bullshit qui est montée là sur la génération Z, qui a absolument pas du tout les mêmes aspirations au travail, qui est en quête de sens, etc. Je pense qu'on a un sujet tous globalement de rapport au travail aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, toi et moi, on était dans des entreprises qui ne permettaient pas du tout les mêmes choses. On n'avait pas la semaine de 4 jours, on n'avait pas les RTT, on n'avait pas le télétravail, on n'avait pas un certain nombre de choses qui sont des acquis sociaux, qui permettent d'être mieux dans son équilibre vie pro, vie perso. Et ce sera difficile de revenir dans l'autre sens. C'est impossible de revenir dans l'autre sens. Donc ces jeunes-là, ils ont baigné là-dedans. Eux, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu préalablement, donc ils ont toujours vécu là-dedans. Donc forcément, l'articulation vie pro, vie perso, elle est inhérente chez eux à leur vie, et ils ne sont pas prêts de déroger à leur vie perso pour le boulot. Donc c'est peut-être ça qui change un petit peu, mais je crois que c'est vraiment un sujet d'époque et pas de génération. Et est-ce que ça les aide davantage? Parce que on voit souvent dans les jeunes qu'on accompagne aussi, quand on a des alternants, moi je suis prof, je vois des jeunes, etc., qui sont toujours en train de se dire « Ah ouais, j'ai pas beaucoup de références, j'ai pas beaucoup d'expérience ». Est-ce que justement, c'est pas un truc qui leur ouvre aussi de nouvelles perspectives? Quand on est jeune, plus que pour d'autres personnes, on a moins d'avantages que les autres. C'est-à-dire, quand on regarde les gens, ils ont toujours... On les regarde toujours par rapport à ce qu'ils n'ont pas. Et quand on est jeune, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas. L'histoire classique, c'est le jeune diplômé qui se voit reprocher de ne pas avoir d'expérience professionnelle. Ça, c'est le traditionnel. Là, tu as résolu le problème, du coup. En partie. Moi, mon sujet, c'est d'amener les gens à se rencontrer. Et après, je ne fais pas la révolution, donc je ne supprime pas les discriminations, malheureusement. Je ne peux pas les supprimer, mais j'essaye de faire en sorte que des gens qui ne se seraient jamais rencontrés puissent se rencontrer et infléchir ce qu'ils auraient pensé d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'amener une entreprise à recruter un jeune qui a peut-être pas ou peu d'expérience et se dire finalement, ce gamin, parce que je l'ai vu 20 minutes, il a des aptitudes, un potentiel, oui, certes, il a peut-être pas tous les codes de l'environnement de l'entreprise, il n'y a pas peut-être tous les points de repère professionnels, mais quelque part, mon job, c'est peut-être de lui apprendre, lui apprendre ça, et c'est valorisant de faire ça et d'accompagner des jeunes. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce qu'en faisant tout ça, toi-même, du coup, peut-être est-ce que tu donnes davantage de sens à ton activité? Est-ce que tu as l'impression d'être concret dans ton engagement? Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'ailleurs d'engagé pour la société, pour le quotidien, pour changer des choses? Ouais, paradoxalement, j'ai peut-être l'impression de l'être moins aujourd'hui qu'hier, parce que moi j'étais le directeur d'une fondation et j'avais la chance et l'opportunité de soutenir plein de projets associatifs. C'était mon job de décider de rencontrer des acteurs associatifs et de les soutenir. Donc j'avais la chance de pouvoir soutenir une multitude de projets dans des domaines d'activité extrêmement différents. Je pouvais passer de la recherche sur le cancer avec le Centre Léon Bérard à Sport dans la ville, à des associations qui travaillaient comme le coup de pouce-clé au niveau de l'éducation nationale ou d'autres. Et là, je suis sur un sujet qui est monotache, qui est passionnant, qui est le sujet de l'emploi, de la diversité, de l'égalité des chances, mais du coup, j'ai peut-être moins l'impression d'avoir une capacité d'ouverture. Plus comme si tu creusais un sillon, mais en même temps pour
pour les gens dont tu changes la vie, c'est aussi quelque chose d'assez important. Est-ce que tu as comme ça des personnes qui parfois sont revenues te voir après en disant ouais, c'est grâce à vous quand même. Comment est-ce qu'on garde le cap, tu vois, de l'engagement? Parce que là, tu le présentes de manière assez joyeuse, assez positive, mais c'est comme tout entrepreneur, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des moments où tu as investi beaucoup de ton temps, de ton énergie, d'argent, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on garde le cap, justement, en se disant ouais, est-ce que vraiment j'ai un impact? Est-ce que je sers à quelque chose? Ça, tu te poses parfois la question? Tout le temps. Comme tu dis, notamment dans les moments qui sont plus compliqués et qui sont récurrents. Hein, c'est surtout pas un long fleuve tranquille. Mais j'adorais mon job avant. J'y ai passé 15 ans et j'aurais pu en faire 30 sans aucun problème pour le coup. Et je n'ai pas regretté une seule seconde d'avoir bifurqué et choisi cette voie-là, ce projet Je ne suis pas un CV, parce que je trouve que c'est un projet qui est, comme tu le dis, il est tellement évident, tellement simple, qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on fait différemment. Ouais. Et paradoxalement, il offre des résistances qui sont majeures encore. Et du coup, il y a un vrai sillon à creuser. Et il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Donc, je mesure qu'il y en a encore pour quelques mois et quelques années. Tu as beaucoup de choses à changer, que du coup, tu es aussi attelé à la tâche. Est-ce que tu es résolument optimiste par rapport à ces évolutions? Je pense qu'on ne peut pas être entrepreneur et ne pas être optimiste. C'est presque impossible. Oui, je suis forcément optimiste parce qu'il y a plein d'indicateurs, de témoignages, de réactions qui me laissent penser qu'on est sur la bonne voie et sur le bon chemin. On a aujourd'hui quand même franchi de belles étapes. On n'est plus un acteur anodin et microscopique comme on était à nos débuts. Donc on prend de l'essor chaque année, chaque mois, et on sent que ça pousse derrière nous et qu'il y a une vraie envie de nous permettre d'aller plus loin, à la fois de nos partenaires, à la fois des candidats qu'on accompagne. On a plus de 30 000 candidats qui ont créé leur profil sur notre application. Donc il y a une vraie attente par rapport à ça maintenant. Et c'est bizarre parce que c'est presque le moment où on a envie que ça aille 10 fois plus vite, et c'est presque le moment qui est le plus frustrant quand on est entrepreneur, parce que quand on ne sait pas où on va, ou que c'est microscopique et que c'est anecdotique, qu'il ne manque pas grand-chose pour que... du coup, on a la force de trouver le chemin, et là on aurait envie que ça aille beaucoup plus vite Alors comment on fait justement, c'est quoi les perspectives demain pour toi? C'est quoi dans le monde idéal? Je ne suis pas un CV, c'est devenu quoi? Et qu'est-ce qui manque pour aller encore plus loin, plus vite? Je crois qu'on a franchi une belle étape là, dernièrement. On a créé le premier site emploi on l'a lancé au mois de juin, c'est tout frais, le 1er juin il est sorti, qui permet aux gens de candidater par le biais d'un profil de compétences anonyme. Et ça, c'est tout bête, mais avant ça, on faisait du cabinet de recrutement, on faisait des job dating, on travaillait sur la marque employeur des entreprises, mais on n'avait pas de solution digitale qui nous permettait de maximiser notre impact. C'est le job board, c'est ça. Exactement. Avant, ce qu'on faisait, c'était de l'artisanat, c'était du cousu humain, et forcément, l'artisanat, c'est super parce qu'on apprend beaucoup, mais c'est forcément restrictif aussi. Jusqu'en 2023, on a accompagné 600 personnes par an à l'emploi. C'est du bel artisanat, mais ça reste de l'artisanat. Et cette plateforme digitale va nous permettre de passer à 1000, puis 5000, puis 10 000, puis 20 000, et puis surtout de ne plus avoir comme seule zone d'expression Lyon. On va pouvoir se déployer au niveau de la région, puis après à Paris, Lyon, Marseille, et sur l'ensemble de la France, et pouvoir mettre en relation directement, grâce à cette plateforme digitale, des candidats et des entreprises. Donc là, on est aux prémices de ça, mais on sent que ça prend bien. Et aujourd'hui, on a plus de 20 000 offres d'emploi diffusées sur ce site emploi. Donc là où on avait en permanence 80 offres d'emploi sur lesquelles on cherchait des candidats. Aujourd'hui, on en a 20 000 qui sont disponibles sur le site Je ne suis pas un CV. Donc c'est une vraie évolution. Et puis les gens, du coup, viennent un peu plus vers toi ou te proposent. Ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est plus d'offres, plus de moyens, plus de candidats, enfin plus de tout? Il faut coordonner les deux, c'est ça qui est dur. Mais pour ne pas créer non plus peut-être de décalage ou de frustration si tu as trop de demandes et plus assez de... Jusque-là, on n'avait pas assez d'offres pour la communauté de candidats. Quand on avait 10 000 candidats et qu'on avait 80 offres d'emploi à pourvoir, ça fait pas énorme. Et là, on est en train d'inverser les curseurs. On a beaucoup d'offres d'emploi aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui diffusent des offres sur notre site. Et là, il faudrait qu'on accélère le développement de notre communauté de candidats. Alors, pour avancer vers la fin doucement de notre entretien, mais tu sais, on est à la fois à la recherche un peu de l'engagement. On a compris un peu dans les rencontres
ce qui a pu t'amener à tout ça, et puis aussi parfois de l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, au quotidien? Comment est-ce que, comme entrepreneur, tu trouves des idées, des inspirations? Est-ce que tu as des personnalités? Tu vois, est-ce que, par exemple, tu aurais des gens que tu connais dans ton entourage où tu dis, ce serait génial, il faudrait les inviter à venir témoigner, par exemple? Moi, il y a une personne qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience-là, qui est un entrepreneur qui n'a absolument rien à voir avec l'environnement social pour le coup, qui est Jean-Michel Bérard, qui est le président d'Esquerre, et qui est un mec que je trouve extraordinaire humainement. Et je suis allé frapper à sa porte un jour aussi pour lui dire, en fait, je cherche un mentor, je cherche quelqu'un qui a entrepris et que je peux voir tous les mois pour lui raconter mes joies, mes peines, mes envies. T'es comme ça, toi, quand tu as envie d'un truc, tu vas voir les gens, tu dis salut, est-ce que... Ouais, il a ouvert la porte, il m'a dit, mais du coup, vous venez pour me vendre quoi? Je lui ai dit, non, mais j'ai rien à vous vendre, je voudrais juste que vous me deveniez mon mentor, parce que je suis en train de monter ce projet d'entreprise, et j'ai envie de ça. Il m'a dit, je vous répondrai dans 15 jours. Et ça fait 4 ans qu'il nous accompagne, et c'est un mec qui est absolument extraordinaire d'un point de vue humain. Il a une boîte qui est incroyable, et Esquerre, ils sont présents, ils ont plus de 1000 salariés sur 14 pays différents. Enfin, c'est une success story incroyable. Et c'est un mec d'une humilité et d'une humanité que je trouve extraordinaire par rapport à ce qu'il a construit et réussi dans sa vie. Et du coup, c'est une bonne source d'inspiration. Ce serait un bon client, alors on pourrait l'inviter de ta part. Exactement. On lui en parlera. Exactement, c'est un mec génial. Top. Écoute, c'était chouette de mieux connaître cette belle idée de Je ne suis pas un CV. On te souhaite le meilleur. Merci. Et puis merci d'avoir été avec nous. Et puis on suivra. Je crois qu'il y a un manifeste bientôt. Il y aura une actu un peu. Tout à fait. On va sortir un manifeste au mois de septembre. L'idée, c'est de jouer ce rôle d'interpellation. Moi, ma conviction, c'est l'engagement des personnes, des gens qui feront bouger les entreprises. Et c'est parce que les gens vont se mobiliser, parce que ils vont témoigner de leur envie justement de ne plus être regardés sur ce bout de papier, que les entreprises vont changer leur pratique de recrutement. C'est important aussi c'est ce qu'on essaie de dire nous, c'est qu'il faut aussi faire le récit, il faut raconter les choses qui fonctionnent. Parce que c'est aussi comme ça que ça entretient la possibilité. Et les gens ont souvent subi leur recherche d'emploi, en tout cas subi leur rapport à l'entreprise dans leur recherche d'emploi. Là, l'idée, c'est de changer les règles du jeu et de dire regardez-nous différemment, regardez-nous par rapport à ce qu'on pourrait faire et plus seulement par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et c'est ça qu'on va dire avec ce manifeste, et on va inciter la majorité des gens qui nous suivent et nous soutiennent à venir signer ce manifeste pour envoyer un message aux entreprises. On sera là et on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup à toi. Frédéric. Bonne journée. À bientôt. Salut Laurent.